Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir j'ai l'immense plaisir de recevoir Arbon. Bonsoir Arbon. Bonsoir Nathalie, bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric, puisque Frédéric co-anime avec moi, ce qui est de plus en plus récurrent, donc ça me fait un grand plaisir de l'avoir aussi à mes côtés, parce que dans cette aventure, nous sommes deux. Alors Jean-Pierre, ce soir, vous avez la chance d'avoir deux personnes pour vous interroger sur ce merveilleux livre qui s'intitule Les derniers jours de Harry Yuan, paru le 21 août pour la rentrée littéraire aux éditions Au Diable Vauvert. Donc voilà, Frédéric fait bien la pro. Tu peux nous le remontrer qu'on le voit bien, parce que il est énigmatique aussi. La couverture est assez énigmatique. Alors, je sais pas si on le voit bien, ce sont des petits chiffres, ce sont des suites de chiffres qu'on voit. Alors, vous n'allez pas déroger à la règle, Jean-Pierre. Vous allez nous résumer en une minute le pitch de votre roman. Et après, on partira dans les limbes ou sur une île. Alors, comme le nom l'indique, c'est l'histoire d'un certain Harry Yuan, qui était un Chinois né en Chine au moment où Mao prend le pouvoir, émigré aux États-Unis, et qui était un génie visionnaire. Et il se trouve qu'au début des années 90, quand il avait donc une quarantaine d'années, ça a été un des premiers à comprendre comment le numérique allait bouleverser tout un tas de secteurs de l'économie. Donc il a pris des brevets, il a fait fortune, et puis après il s'est associé avec quelqu'un qui finalement ne lui a pas voulu du bien, loin de là, et donc après avoir connu une ascension assez fulgurante. Ça a été une chute tout aussi rapide, au point qu'il a fait de la prison et que depuis, il a disparu. Ça me paraît parfait comme résumé. Voilà. On va s'arrêter là. Alors, c'est un premier roman, et moi j'ai envie de dire, il était temps. Mais quelle découverte, quel bonheur de lecture. Je ne sais pas si Frédéric est d'accord avec moi, mais en tout cas, moi Ouais. bah, je ne vous connaissais pas, je ne connaissais pas votre écriture, forcément. Je suis allée voir votre parcours et je me suis dit, mais pourquoi rentrer en écriture en 2025 et pas avant? Parce que jusque-là, ce que j'écrivais, c'était surtout des chansons. J'ai écrit beaucoup de chansons. Depuis que j'ai 15 ans, c'est mon hobby et j'en ai même fait mon métier. Mais j'aimais beaucoup ces formats courts, très compacts, très denses qu'il y a dans la chanson. Et je pensais que le roman n'était pas quelque chose, c'était pas la dimension dans laquelle j'allais m'épanouir. Et puis finalement, j'ai essayé et puis j'ai trouvé que si, au fond, c'était agréable. Mais peut-être que je n'aurais pas fait, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait plus jeune. Peut-être qu'effectivement, avec un certain recul, une certaine maturité, et puis une bonne histoire aussi. Je pensais que je tenais une bonne histoire, donc ça aide. Et je vous Est-ce confirme. qu'avoir est-ce qu'avoir été directeur de Flammarion, ça a influencé le fait de ne pas commencer plus tôt à écrire des romans? Oui, ça a pu l'influencer, mais surtout ce qui l'a influencé, disons, la conscience très aiguë que j'ai qu'il y a une quantité de chefs-d'œuvre dans la littérature tout à fait extraordinaire et que, bon, pourquoi rajouter ma petite pierre auprès de monuments comme ceux qu'on peut lire? Donc, oui, je me disais, c'est inutile. Voilà, je me disais un peu comme la bruyère au début des caractères. Voilà, je suis venu voilà, depuis trop tard, depuis 7000 ans qu'il y a des hommes et qui pensent. Et l'idée d'ajouter ma petite pierre me paraissait pas indispensable. Voilà. Hmm. Et c'est quand même rare quelqu'un qui a un parcours comme le vôtre, déjà si atypique, d'ailleurs de quitter l'édition pour partir faire de la chanson. J'ai une grand-mère qui aurait dit c'est pas raisonnable. Oui, ben, moi aussi, j'ai eu des parents qui m'ont dit ça n'est pas raisonnable. J'ai vu ça. Je peux pas dire que ça a été approuvé par tout le monde, mais bon, après tout,
ceux qui étaient les plus concernés, c'est-à-dire ma femme et nos fils, m'ont encouragé fortement dans ce changement de cap. Et voilà, j'en ai été très heureux. Oui. Je parle de votre parcours parce que je trouve que cette liberté, d'abord parce que vous êtes personnage dans ce livre, puisque c'est vous qui menez l'enquête, ou en tout cas le personnage Arbon qui mène l'enquête sur cette vie de Harry Yuan. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce choix tout d'un coup de vous mettre en scène et de nous faire croire à une histoire qui est un peu quand même la vôtre? Alors, c'est en fait c'est un procédé narratif, dramaturgique, si on peut dire, qui est assez classique, hein. Regardez Melville, Stevenson, Conrad, beaucoup d'histoires extraordinaires sont en fait le type qui est le narrateur qui vous raconte ce que lui a dit X, Y, Z, et souvent des histoires extraordinaires. Donc, et c'est très intéressant d'avoir cette espèce de double niveau parce que ça permet aussi au narrateur d'avoir une subjectivité, de donner un peu son avis sur ce qui s'est passé, plutôt que d'être dans la position du narrateur omniscient qui sait tout et qui tire les fils de l'histoire, de mettre en place un véritable dialogue avec le personnage qui vous confie justement sa vie. Donc, moi, quand j'ai trouvé en fait, cette idée qui est assez simple, mais que j'ai pas trouvé tout de suite, de me mettre en scène et de retrouver, puisque, enfin, on peut le dire, puisque ça, c'est dès le premier chapitre, que Harry Yuan, qui a disparu, nous nous retrouvons, et donc ça va être en fait l'histoire de ces retrouvailles, de cette rencontre 20 ans, 25 ans après notre première rencontre, et puis où il va me raconter, il va me faire le récit de sa vie mouvementée. À partir de sa disparition. Est-ce qu'on peut dire dans Et quelle même avant, parce condition? il va me parler de son enfance, il va me parler de la Bien manière sûr. dont il est arrivé aux États-Unis, dont il a créé cette entreprise. C'est pas seulement ces derniers jours, c'est aussi les jours Non, c'est pas précédents. simplement ces derniers jours. Il y a aussi ses amours, il y a aussi son ambition, la manière dont il a abordé en fait le premier, toutes ces questions du numérique. C'était assez intéressant. Non, il n'y a pas que, effectivement, il n'y a pas que ce qui s'est passé depuis sa disparition. Donc Ok, c'est pas si simple, hein, en fait. Vous dites que c'est simple d'avoir un narrateur qui raconte ce qu'on lui a raconté, mais en fait, il y a tellement d'ellipses, de retour en arrière qu'il faut quand même que vous gardiez le fil et que vous nous teniez, nous, en haleine et dans le bon déroulé. Donc c'était quoi Oui. le plus grand défi? C'était ça ou il y avait autre chose? Non, ça c'était oui, c'est vrai que c'était un défi, mais pour moi, ce qui a été le plus, je dirais pas que c'était un défi, mais quelque chose, je me suis fixé quand même un certain nombre de contraintes. Et la contrainte principale, ça a été euh, de faire tenir l'histoire dans la règle des trois unités. Au théâtre classique, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. En fait, tout se passe sur scène. Ça n'empêche pas de raconter beaucoup d'événements qui se sont passés en dehors de la scène, mais ça se tient comme ça parfaitement bien. Et le fait de m'imposer cette contrainte, euh, pas dans la grande rigueur qu'il y a dans le théâtre classique, parce que ça se passe pas en une seule journée, ça se passe sur 5 jours, mais bon, quand même, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Et ça, je trouvais que c'était assez puissant et je pense que ça donne une partie de sa force au livre. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, sans révéler quoi que ce soit, mais juste pour avoir un petit truc de départ, dans quelles conditions Arbon rencontre Harry Yuan? Alors, Arbon, après avoir été directeur général de Flammarion dans les années 90, s'intéresse beaucoup lui aussi au numérique et à ce qu'il va pouvoir faire. Et donc, en fait, il crée la première maison d'édition en ligne au monde, c'est-à-dire une maison d'édition qui va vendre
les livres au format numérique et non pas au format papier, puisqu'on avait cette appellation assez laide d'ailleurs de format papier. Bon, bref. Mais et l'idée était de faire exactement ce que le livre de poche avait fait 50 ans auparavant, c'est-à-dire d'aller trouver les éditeurs, de leur dire, ben, j'explore un nouveau moyen de distribuer des textes. Donc, donnez-moi les droits, je les republie dans un nouveau format, avec un nouveau prix, une nouvelle diffusion, et je vous rémunère sur chaque exemplaire vendu, exactement comme le livre de poche. Et c'est pour ça que comme ça se branchait en fait très bien sur la mécanique des contrats d'édition, que ça a pu démarrer. Et, bon, et j'avais l'avantage effectivement d'avoir été pendant 10 ans patron d'une maison relativement prestigieuse et donc d'être connu. Et on m'a fait confiance. Voilà, de ce côté-là, on m'a fait confiance. Alors après, comment de là on arrive à Harry Yuan, c'est que en fait, on s'aperçoit assez vite, en tout cas là en 97, 98, quand on a démarré, que lire des livres au format numérique, c'est pas très pratique quand on est sur des gros ordinateurs. Les portables n'étaient pas loin d'être aussi légers que maintenant, ou d'imprimer des feuilles volantes. Et donc, on se dit assez vite avec mon associé que ce qu'il faudrait, c'était un support de lecture qui soit adapté. Et il y avait plein de choses qui étaient en développement à l'époque. Et en particulier, en Californie, il y avait une entreprise qui avait lancé le premier e-book, c'est-à-dire l'ancêtre de la liseuse, qui était déjà un appareil extrêmement élaboré, avec écran tactile, rétroéclairé, choix des caractères, dictionnaire intégré. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient très novatrices. Et donc, on s'était intéressé à ça et on avait approché cette société, qui était une start-up californienne, pour leur dire, ben, c'est formidable ce que vous faites, mais voilà, nous, on apporte le contenu, vous apportez le moyen de lire ce contenu, associons-nous. Et le fondateur de cette entreprise, qui s'appelait Rocket eBook, un Californien, un ingénieur californien avec chemise à fleurs, tout barbu, cheveux longs, qui par parenthèse, et ça c'est dans la vraie vie, 5 ans plus tard est le fondateur de Tesla. Non pas, et donc c'était quand même un type qui avait des idées et un certain esprit d'entreprise. Euh, il nous dit, bah oui, je suis d'accord, mais c'est plus moi qui décide. Mon entreprise a été rachetée par Harry Yuan le mois dernier. Et donc, si on veut faire cette affaire qui me semble avoir du sens, c'est avec lui qu'il faut discuter et c'est plus avec moi. Et c'est comme ça qu'il nous a mis en contact et que j'ai rencontré Harry Yuan, que le narrateur a rencontré Harry Yuan et que finalement, il a décidé de nous associer à son entreprise qui non seulement, enfin voilà, essayait de préparer le numérique tel qu'il allait bouleverser la télévision, mais aussi l'édition et la presse avec les liseuses. Voilà comment la rencontre s'est faite. Il faut préciser que, en dehors de l'histoire qui est absolument passionnante, c'est c'est très intéressant au niveau de la vérité de ce qui s'est passé sur le numérique, sur la lecture, sur les rachats. On apprend beaucoup de choses en fait, hein, dans ce livre. Oui, Parce que je pense que la base sur laquelle vous vous appuyez est vraie pour le coup. la base est tout à fait vraie. Et ça m'a justement intéressé de mettre en toile de fond de cette histoire, de retracer un peu l'histoire de la révolution numérique des années 90 et 2000, sans en faire des choses trop, trop compliquées, mais enfin, comme retracer quand même une période qui a été, à mon sens, pour l'instant, assez peu racontée Oui. et qui est tout à fait passionnante, en fait. Absolument. Et actuelle. Et actuelle, parce que c'est vrai que
Vous savez, l'Internet, il est inventé à la fin des années 90, mais l'Internet grand public, vraiment grand public, il arrive avec le premier navigateur qui s'appelait Mosaic, qui était fait par une société Netscape, qui était très connue dans les années 90 et qui depuis a disparu. Et ça, c'était en décembre 94. Hmm. Donc, voilà, donc ça fait 30 ans. En 30 ans, tout enfin, la révolution que ça a apporté, c'est vertigineux. Et donc, oui, ça me paraissait intéressant de le raconter, et pas de le raconter sur un plan théorique, mais de le raconter justement à travers la vie et l'aventure d'un personnage qui est, à mon sens, voilà, je pense que c'est l'équivalent d'un Steve Jobs. Oui. S'il n'avait pas fait cette mauvaise rencontre qui va amener sa chute, je pense que il avait inventé les e-books tels qu'il les a conçus une fois qu'il a racheté, qu'il a refondu tout le système, etc. C'est exactement ce qu'aurait pu devenir l'iPhone. Il y a une grande thématique dans votre roman, c'est l'oubli, et qui est quand même centrale, hein, la mémoire aussi, qui est là. Et que représente pour vous oublier ou être oublié dans le contexte du numérique et des réseaux sociaux? Ah, je ne me suis jamais posé la question dans ces termes-là. Elle a le Euh, chic. bon, Elle elle a a le le chic. Non, parce que c'est très intéressant la thématique, parce que c'est très romanesque, c'est un thème très littéraire, l'oubli, mais là vous le traitez d'une autre manière qui est très moderne, et en plus vous utilisez, bon ben on a l'Internet, mais comment, à votre avis, on peut disparaître? On a l'impression qu'en 2025, puisque là Harry Yuan disparaît, il disparaît Oui. comment c'est possible? Comment on pourrait disparaître en 2025? On se dit, mais c'est pas possible de disparaître comme ça, même si on change de nom, il y a toujours des traces. Oui, il y a toujours des traces, mais c'est justement ça fait partie du génie de ce personnage, de savoir complètement s'éclipser. D'ailleurs, sans rien révéler de la fin du livre, il revient sous une autre forme qui est tout aussi mystérieuse, d'un autre personnage dont on ne connaît strictement rien, à part son invention. Donc, c'est très intéressant je pense à une époque où tout le monde, euh, tout le monde accède à la visibilité, tout le monde a ses réseaux, publie ses photos, ses vidéos, etc., etc. Quelqu'un qui fait exactement l'inverse, qui se soustrait intégralement à une technologie à l'émergence de laquelle il a contribué. C'est vrai que c'était quelque chose que je trouvais assez intéressant comme, euh, comme contre-pied et comme signe finalement euh, de la liberté de ce personnage, qui n'était pas prisonnier au fond de ses inventions et qui avait la capacité oui, de prendre de la distance par rapport à tout ça. Oui, mais il s'en sert aussi, puisqu'il se sert du dark web, il se sert du Bitcoin. Donc, il est assez avancé aussi. Il n'est pas complètement, j'allais dire, has-been. Il veut disparaître, mais Il a il a des disparu, mais pas has-been, il reste très voilà. actif. Ah oui, 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 oui. Donc, c'est ça À qui est noter troublant aussi. d'ailleurs que on se rend compte que ces personnages, ces personnes d'ailleurs qui sont dans le numérique interdisent les tablettes à leurs enfants. Enfin, c'est quand même curieux, hein, inventent des trucs qu'ils interdisent à leur propre famille. Donc, quel regard vous portez sur le numérique et c'est ce qu'il est ce qu'il est devenu aujourd'hui? C'est une question très complexe parce que je pense que le numérique, c'est exactement comme toutes les inventions humaines, c'est-à-dire comme la langue d'Ésope, la meilleure et la pire des choses, et que il n'y a pas de raison d'en attendre ni que du bien, ni que du mal. Ça va être comme le reste. Ce qui est différent, je pense, qui est une différence de nature par rapport à toutes les inventions précédentes, et en particulier en ce moment avec l'intelligence artificielle,
les réseaux et l'intelligence artificielle, c'est que c'est concentré maintenant juste dans les mains de quelques grandes entreprises, les GAFAM pour pas les nommer, qui savent tout sur tout le monde et qui détiennent en fait une puissance invraisemblable. Je pense que ça pose un vrai problème de laisser s'accumuler autant de, autant de données sur l'ensemble de la population de la planète dans les mains de quelques personnes, quelques Mm. sociétés, mais de facto quelques personnes. C'est vertigineux et aucun État n'a plus le contrôle même et ne peut même encore décider d'interdire quoi que ce soit parce qu'ils arrivent toujours à contourner les choses ou à acheter, comme aux États-Unis, puisqu'ils sont tous les milliardaires de la Silicon Valley étaient participaient au financement de Monsieur Trump. C'était bon. Je pense, c'est un vrai problème, cette espèce d'oligarchie euh, qui est pas qu'une oligarchie financière ou de puissance monétaire, c'est une connaissance de l'ensemble de la population, en tout cas de celle de tous les pays développés, qui est vertigineuse, quoi, vertigineuse, et qui peut déboucher sur des choses, à mon avis, assez inquiétantes. Oui. Si on en revient, je fais un petit retour dans l'écriture, à à la cuisine de l'écriture, parce que Mm. quand même écrire une chanson et écrire un livre de je sais plus combien il y a de pages, 300 à peu près, oui. 300, ouais, c'est quand même pas le même souffle. Non. Vous avez fonctionné comment? Tous les jours, le matin, l'après-midi, toute la journée sans manger, la nuit. Non, je n'aime pas trop me donner comme ça des contraintes dont je sais que je vais pas les tenir. Donc je me dis pas, je vais me réveiller tous les matins à 6 heures et jusqu'à 10 heures ou 11 heures, et il faut que j'ai pondu mes 3000 signes ou mes tant de mots, tant de pages. Non, mais je m'y suis mis très régulièrement et avec une certaine envie. Donc j'ai commencé fin mai l'année dernière. En fait, j'ai commencé le jour dont est daté le premier chapitre, c'est-à-dire, je crois, le 23 ou le 23 mai 3 2020. mai 2024. Voilà, c'est le jour où j'ai commencé à écrire et j'ai terminé à Noël. Voilà, en allant euh, sans rencontrer de difficultés particulières et en me mettant très volontiers à ma table de travail. Je n'étais pas tous les jours, bah, c'était tous les. Enfin, voilà, je laissais passer 2, 3 jours si j'avais besoin de décanter, mais j'y revenais assez facilement et parfois j'écrivais juste 5 lignes et parfois j'écrivais 2 pages. Je ne me suis pas imposé un rythme particulier, ni en temps de travail, ni en quantité de pages produites. Hmm. Mais, euh, mais je comprends très bien qu'on ait besoin aussi de se fixer comme ça des règles, hein. Pas de règle Et la d'ailleurs. difficulté, c'est surtout d'avoir, c'était Virginia Woolf qui disait, il faut une chambre à soi. Donc, avoir un endroit où on est tranquille, où on n'est pas dérangé, où on peut couper le téléphone, où on peut Hmm. être, être dans sa bulle et puis avancer. Parfois, vous aurez des écrivains mères de famille qui vous diront, il me dérange moins quand je suis au milieu de la salle à manger. Et donc, elles font open space avec les enfants qui crient autour. Et tant pis, elles y arrivent. Oui, moi, c'est une source d'admiration pour les mères de famille. C'est- Le vrai Harry Yuan, qui s'appelle pas Harry d'ailleurs, il a vraiment disparu? Oui, oui, oui. Vous espérez qu'il va Oui. vous recontacter après le bouquin, j'imagine. J'aimerais bien, mais j'en doute fortement. Ah, J'en doute fortement parce que il a disparu, mais la justice américaine ne l'a pas oublié. ah oui.
comme il est quand même, il a échappé assez astucieusement à une très grosse amende et à des peines de prison encore supérieures à celles qu'il a, qu'il a effectuées. Donc, c'est assez peu probable qu'il me recontacte. Bah, J'en vous ne serais sûr. vous n'en feriez pas, j'imagine, quand même. Comment? Vous Je ne ne le le refuserai penseriez pas. pas. Non, non, je serais très heureux si ça. Mais ça m'étonnerait. Peut-être même m'en voudrait-il d'avoir réactivé en fait cette histoire et remis un peu sous les projecteurs sa disparition, son. Enfin voilà, je pense qu'il cherche surtout à se faire oublier justement, ou oublier comme Nathalie disait tout à l'heure, et que je le sors de l'oubli, il est là un peu Ouais, mais s'il est si génie sans que lui ça, avoir donné la permission, Jean-Pierre, demander la permission. je pense qu'il vous a lu, je pense. Parce que si génie que ça, le dark web, il s'en sert. Il sait très bien que vous existez. Il sait très bien qu'il suit votre parcours. S'il y a eu la promo autour de votre bouquin, il sait que vous avez écrit un bouquin sur Il lui. le Je sait, oui, pense. Peut-être qu'il vous peut-être. contactera pas, mais je pense que peut-être qu'il vous aura lu. D'ailleurs, en revenant à ça, comment vous avez trouvé votre éditeur? Vous l'avez envoyé par la poste ou vous avez bien ciblé un éditeur particulier? Comment avez-vous fait? J'ai pas ciblé un éditeur particulier. Non, j'ai envoyé à quatre ou cinq éditeurs et je l'ai envoyé en premier au Diable Vauvert. Et pourquoi au Diable Vauvert? Parce que le Diable Vauvert est une maison d'édition qui a été fondée il y a 25 ans, au moment où j'étais en plein dans l'histoire de Zéro Heure, par Marion Mazoric, qui est une de mes amies, que j'avais connue chez Flammarion, qui dirigeait, enfin, qui était directrice littéraire de J'ai lu à l'époque, et qui, comme elle est méridionale, elle est gardoise, et elle en a eu marre de faire les allers-retours à Paris, et elle a décidé à ce moment-là de dire, bon, bah, finalement, je m'installe chez moi avec mon mari et mon fils, et je crée ma maison d'édition là-bas. Et je l'ai aidé à créer sa maison d'édition. Et depuis, on est resté très, très, très liés, très amis. Et donc, quand j'ai fini le livre, au mois de janvier, je lui ai dit, je lui ai envoyé en lui disant, je l'envoie à l'ami, pas encore à l'éditrice. Et elle l'a lu, elle était extrêmement enthousiaste, et elle m'a répondu, conseil d'ami, envoie-le tout de suite à l'éditrice. C'est très joli. Et voilà comment ça s'est fait. Et alors après, il y a eu une période un peu cornélienne parce que j'ai reçu aussi une proposition de Gallimard, pour pas les nommer. Et là, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup balancé. Et puis j'ai fait le choix de l'amitié et j'ai dit, bon, allez, tant pis. De toute façon, pas tant pis. Non, pas tant pis. Pas tant pis. Non, non, mais bon. Oui, ce n'est qu'un non, Jean-Pierre, ce n'est qu'un non. Vous avez Oui, fait oui, un mais bon choix. c'est un Oui, beau nom. je pense que vous C'est avez un fait un beau bon nom. choix. Vous avez fait un bon choix parce que les vieilles ladies de la littérature, et j'adore plein d'auteurs de chez Gallimard évidemment, mais n'empêche qu'il y a quelque chose dans les littératures qui vient, qui est autre chose que ces vieilles ladies de la littérature. Alors, bon, pour lesquels moi enfin, j'ai beaucoup de respect malgré tout, parce que. Oui, certes. Mais c'est vrai que c'est ça que j'aime aussi au Diable Vauvert, c'est que elle va chercher des choses un peu sur les marges. Elle n'est pas dans la littérature classique, conventionnelle, fait beaucoup d'imaginaire, beaucoup de Ouais. SF. Et, et d'ailleurs, il y a un peu de SF aussi dans Harry Yuan, parce que les idées qu'il a, c'était un gros lecteur et il les prenait beaucoup dans les bouquins de SF. Il avait lu Neil Gaiman, qui est publié au Diable Vauvert. Il avait lu Neil Stephenson, qui avait été publié par J'ai lu. Et il y avait plein de connexions comme ça que je pouvais envisager entre Le Diable Vauvert et puis Harry Yuan,
qui ont fait Le effectivement diable tout que court. je me suis dit, Ulysse très bien. Et le diable tout court, oui, et le diable tout court. Tant qu'on parle de classique, que représente pour vous l'Odyssée d'Homère? Parce qu'il en est question dans ce livre. Et justement, je trouve que c'est génial, puisque vers la fin, non pas vers la... Oui, je crois que c'est la page 279 de mémoire, vous dites que soudain, il vous est apparu qu'on pouvait lire autrement l'Odyssée que comme un roman d'aventure. Qu'est-ce qui Oui. représente ce livre pour vous? Ah, il représente beaucoup de choses. Ça a été, je l'avais lu quand j'avais 16 ans, quelque chose comme ça. Enfin bon, quand on étudie l'Iliade et l'Odyssée, ça m'avait plutôt barbé. C'était la traduction du 19e siècle de Victor Bérard avec des vers blancs. Je trouvais ça très lourdingue. Ta 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 ta. Bon, bref, ça m'avait pas. Et puis j'ai découvert la traduction de Philippe Jacotet, qui est ce grand poète suisse qui a fait une traduction que j'ai trouvée extraordinaire. Et là, j'ai eu vraiment un des plus grands chocs de lecture de ma vie en relisant l'Odyssée à ce moment-là. Et si j'ai placé ce roman en Grèce, c'était aussi justement pour avoir cette espèce de d'écho entre finalement ce qui se passe depuis l'Antiquité dans la vie des hommes et ce qui se passe dans le monde moderne. Il y a beaucoup de différences, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Les hommes sont restés exactement les mêmes. Or, c'est vrai que l'Odyssée, la lecture que j'en fais, et je ne suis pas le premier, hein, j'ai lu beaucoup d'ouvrages autour de ça, c'est de se dire, finalement, la guerre de Troie est finie, ça c'est l'Iliade, et la partie héroïque de la vie d'Ulysse est terminée. Il a fait son cheval de Troie, il a gagné la guerre, etc. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il cherche à rentrer chez lui, et il n'y arrive pas. Il est ballotté par les éléments, on l'envoie à droite, à gauche, il atterrit, il n'arrive pas à diriger son bateau et à revenir chez lui. Et donc, c'est cette espèce de lecture sur qu'est-ce que devient finalement un homme quand il a cessé d'être un héros? Qu'est-ce que c'est que de revenir finalement dans cette espèce de vie ordinaire euh, de l'humanité de base, qu'il choisit d'ailleurs délibérément au début de l'Odyssée, parce que la première fois qu'on le voit dans le chant 5, il est chez Calypso et elle veut l'empêcher de repartir et elle lui propose l'immortalité, qu'il refuse. Et donc, il redevient complètement, voilà, un homme. Et donc, dans mon idée, comme finalement, comme on voit que je suis plutôt à l'automne de ma vie qu'au printemps, et Harry Yuan aussi, je me suis dit que finalement, on pouvait se poser la même question qu'Homère avec Ulysse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on devient quand la partie conquérante, la partie créative, la partie active de sa vie, qu'elle est derrière nous. Même si on peut continuer, comme vous l'avez fait remarquer, à faire des choses nouvelles et que je me mets à écrire un roman sur le tard. Mais quand même, voilà, qu'est-ce que c'est que qu'être à nouveau enfin, de retrouver des dispositions d'esprit. On n'est pas en train de se projeter vers l'avenir, on n'est pas en train de se dire qu'on veut faire ceci, cela. Enfin, voilà. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'un homme quand il a cessé d'être un héros ou de rêver d'être un héros? Ah, ça serait Homère, métaphore de la retraite, quoi. Pas forcément de la retraite, pas forcément de la retraite, mais du retrait, oui, du Oui. retrait de la vie active. Et par parenthèse, même si ça va peut-être vous paraître vaniteux, mais c'est un peu ce que j'ai fait quand je suis parti dans la chanson à 50 ans. C'était, c'était pas une retraite, au sens, voilà, j'attendais pas d'avoir 62 ou 64, enfin bon, je sais pas, la réforme des retraites, pas en l'aborder ce soir, mais Un repli donc. se mettre à l'écart, faire un pas de Ah, pas côté, de côté, se ouais. mettre un peu sur les marges de ce monde qui finalement, bon,
vous embarque plus que peut-être plus que nécessaire, je pense, au détriment un peu de choisir vous votre propre parcours. Donc essayez de faire ce pas de côté, se mettre à l'écart, et puis voilà. Pas très bien comment vous expliquer ça autrement. J'espère que c'est Ça, clair. c'est clair, c'est faire que le rêve dévore votre vie avant que la vie ait dévoré votre rêve, puisque vous l'avez dit tout à Oui, l'heure, vous distanciez depuis l'âge de 15 ans. oui, c'est vrai, mais ça c'est vrai. Mais c'est pas que le rêve, c'est une façon d'être. Alors je vais vous dire, voilà, j'ai trouvé un jour un passage dans La Bruyère que j'adore et que je pense tous les retraités là, au sens fort du terme, enfin au sens habituel du terme, devraient méditer parce que ceux qui s'embêtent quand ils sont à la retraite, qui veulent absolument continuer à faire plein de choses, etc. Voilà. La Bruyère dit ceci. Il faut en France beaucoup de fermeté et une grande étendue d'esprit pour se passer des charges et des emplois et consentir ainsi à demeurer chez soi et à ne rien faire. Personne, presque, n'a assez de mérite pour jouer ce rôle avec dignité, ni assez de fond pour remplir le vide du temps sans ce que le vulgaire appelle les affaires. Il ne manque cependant à l'oisiveté du sage qu'un meilleur nom, et que méditer, parler, lire et être tranquille s'appela travailler. Eh ben moi j'ajouterais écrire et chanter. Voilà. Hmm. Pas mal. Le temps, rien. Oui. C'est pas facile d'enchaîner derrière ça, hein. Est-ce que les femmes ont moins de mal que les hommes à ça? Est-ce que l'ego, la carrière, la notion de carrière et le fait que peut-être les femmes soient multiples dans l'occupation du foyer, de la maison, même si elles sont à l'extérieur, les protègent, je dirais, de ce désarroi de fin de vie? Oui, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Je pense que les femmes sont sans doute mieux armées que les hommes parce que euh, elles bâtissent pas leur identité uniquement sur un statut social, une réussite, le regard des autres, etc. Il y a quelque chose de plus organique, de plus avec les enfants, avec oui, je pense que c'est vrai. Sont-elles plus aptes que les hommes à se comporter comme la Bruyère le dit, c'est-à-dire à pratiquer l'oisiveté du sage? Ça, j'en sais rien. Je On n'est pense pas pas. très oisive, hein, je crois. Non, justement, je pense pas. Mais Et le temps a rien. c'est oisif au sens latin du terme, au sens Oui, osium du terme, c'est-à-dire c'est un temps qu'on emploie pour l'étude, pour se cultiver, voilà, pour se faire plaisir, et le contraire de l'osium, qu'est-ce que c'est? Le négocium, c'est-à-dire le négoce, les affaires, ouais. voilà. Et donc, En tout cas, le temps à rien n'existe plus vraiment. On n'a plus de temps à rien, c'est-à-dire que dès que les gens ne sont pas dans quelque chose d'occupé, ils prennent leur téléphone et ils n'ont oui, pas de vagabondage, ils n'ont pas de... on s'en rend compte de façon terrible avec les enfants à l'école. Normalement, le seul endroit où on pourrait encore s'emmerder, c'est l'école, puisque mm, le portable est interdit. mm, Mais on voit qu'ils n'ont pas d'accès à l'imagination. mm. C'est-à-dire C'est que vrai. ceux qui sont dans l'imaginaire, quand on les interroge, tout d'un coup, ce sont des enfants qui sont dans une configuration à la maison où le portable est interdit, ils n'ont pas de tablette, ils n'ont pas de télé. Mm. Ce sont ceux-là qui continuent à jouer. On dirait que, on ferait que. Oui, oui, absolument. À jouer, à rêver. Moi, je pense au nombre d'heures que j'ai passé juste à regarder par la fenêtre les nuages, les arbres. Quand j'étais en Bah, classe, c'est pas j'avais fait une normal, ça. chanson là-dessus. J'avais fait une chanson qui s'appelait Les Marronniers, qui disait dans les salles de classe, il y avait toujours des fenêtres et derrière les fenêtres, il y avait toujours des marronniers. Combien de temps j'aurais passé dehors ainsi, sans y être, à regarder les feuilles verdir
et puis tomber. Voilà. Mhm. Arbon, Arbon, pouvez-vous répéter ce que je viens de dire, mon garçon? Arbon, Arbon, vous me copierez la leçon. Et Voilà, alors, c'était la chanson. quand on parle de chanson, si Harry Yuan était une chanson, ça serait laquelle? Oula, Ouf. Qui le représenterait le mieux, en fait. ça, j'en sais rien. Alors là, vous me posez une colle, là. Vraiment, vous me posez une colle. Une chanson pour Harry Yuan? Autant Euh, un film, on voit tout de suite, hmm, mais une oui. chanson, effectivement. Oh, Chanson, je ne sais pas, il faudrait chercher. Brassens, il doit y avoir quelqu'un qui lui. Non, je suis pas sûr d'Embrassin. Je suis Est-ce pas que le blues du businessman n'irait pas bien à ce... peut-être le blues du businessman, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que Il n'a pas envie d'être un artiste, en fait. non, je crois Non. pas. Je crois pas qu'il avait envie d'être un artiste. Il avait envie de faire son truc. Il n'était pas du tout mécontent de gagner de l'argent. Il était pas. C'était pas le genre, justement, lui, à faire spontanément le pas de côté. Euh, c'est ça qui est, aussi intéressant dans son histoire, même si ensuite il le fait. Mais non, je pense qu'il faudrait plutôt chercher sur des chansons, des, ch- une- Faut que des- vous l'écriviez, Jean-Pierre, il n'y a pas de oui, il choix. faudrait que j'écrive, mais plutôt, je verrais plutôt des chansons à la Gershwin ou Ah oui, à la Cole Porter, ou des gens comme ça, avec un côté un peu brillant et, brillant, mais quand même un peu ironique, un peu moqueur, parce que je pense que il avait quand même cette capacité à- à inventer des choses, à rêver, à faire ses trucs. Et je pense qu'il avait ce côté imaginatif. Alors, je sais pas, j'ai pas un titre qui me vient, mais je chercherais plutôt dans les chansons américaines des années 30 et 40. il y a des questions qui sont arrivées, il y en a une sur le titre. Pourquoi avoir fait un titre aussi simple? Bah, est-ce qu'il est simple, le titre? Ce qu'il est simple. Il est plutôt mystérieux, non? J'ai envie de Oui, dire. il est attirant quand même, hein. Ah oui, oui, mais c'est pas péjoratif, hein, il y a marqué entre parenthèses. Non, je suis. Euh, Parce qu'il est long, je pense que c'est ça. On est plus habitué aux titres longs. il est long, mais enfin, en même temps, il dit exactement ce qui se passe dans le livre. Donc, il dit de quoi ça parle. Alors, même si on ne connaît pas Harry Johan, ben voilà, c'est un personnage. C'est les derniers jours de Harry Yuan. Alors, au Il est début, je efficace. l'appelais Harry Yuan tout court ou Histoire de Harry Yuan. Et puis, je me suis dit que les derniers jours de Harry Yuan, c'est vrai il y a un côté aussi un peu plus énigmatique, un peu. On parle des derniers jours de quelque chose, on se dit, bon, ben, comment ça va finir ou qu'est-ce qui se passe à cette période un peu critique où les choses s'achèvent. Hmm. Il y a Laurence qui pose une question en disant, en vous écoutant, d'après ce que j'ai compris, le roman aborde aussi la chute, l'échec, la perte de pouvoir. Est-ce que vous l'avez imaginé comme une méditation sur le danger des ambitions ou sur la fragilité de ce que l'on construit quand tout repose sur des idées futuristes? Plutôt la première réponse. C'est-à-dire que les idées, elles étaient futuristes, mais elles sont maintenant, elles sont devenues assez banales. Euh, tout ce qu'a inventé Harry Yuan est resté aujourd'hui, hein. Tout ce qu'on fait avec une télécommande de télévision, toute l'invention de la publicité ciblée, tu vois, tout ce qu'il a inventé à ce moment-là. Et puis après, bah, justement, les liseuses, des choses comme ça, tout ça est resté. Donc c'était futuriste au moment où il les a imaginés, mais c'était bien vu. Donc ça n'est plus futuriste. En revanche, oui, cette idée d'être, hum, oui, de se décaler, de se poser ces questions, d'avoir, oui, je crois que c'est plutôt la première partie de sa réponse qui me convient. Enfin, la première suggestion qu'elle fait, oui. Alors, Peut-être je vais lui, vous faire ouais. entendre, pardon Nathalie, je vais vous Oui. faire entendre un tout petit bout du ton du livre. Ah oui. Bon. Alors, ce n'est pas le début.
et c'est Harry qui parle. Derrière un grand homme cherche toujours la femme, me disait ma mère. Non, ce n'est pas Harry qui parle d'ailleurs. Non, Derrière un grand homme cherche... narrateur qui parle. Ouais, Ouais. c'est le narrateur. Derrière un grand homme cherche toujours la femme, me disait ma mère. Les hommes prennent volontiers la lumière, ils se mettent facilement en avant, c'est leur côté coq. Hôtes de leur vie celle qui les inspire, qui les stimule, qui les oriente, qui les soutient, et la plupart du temps, il ne se passera pas grand-chose. Je constatais une fois de plus qu'elle avait raison. Je m'étais fait de Harry l'idée d'un génie solitaire, et je découvrais combien de son propre aveu les femmes avaient compté dans sa réussite. Lys, May, je savais bien pour ma part tout ce que je devais à Claudine et que sans elle, je n'aurais jamais tout quitté pour embrasser la vie d'artiste. J'appréciais que Harry mentionne sa dette envers celle qui l'avait accompagné. Je mis cette sincérité à son crédit. Tisane, café, alcool. Intéressant ce passage sur derrière tout grand homme, il y a une femme qui souffre, enfin, ou presque. Oui. Non, mais c'est lié aussi justement à cette réflexion que Laurence, c'est ça, Laurence, évoquait sur l'ambition, enfin les jeux de pouvoir, etc. Tout ça se fait pas non plus hors sol. On est avec une famille ou voilà, une compagne, des amis, etc. Et c'est vrai, moi ça m'a frappé. Enfin, que c'est très souvent le cas de voir, de découvrir une femme ou plusieurs femmes, mais derrière un homme qui a un parcours accompli et qu'on a tendance à admirer. Ça se fait rarement, hein, rarement tout seul. Je pense que les hommes ont besoin de ça et ont besoin d'être rassurés, ont besoin d'être soutenus, ont besoin même de l'intuition d'une femme qui dit, tiens, pourquoi tu ferais pas ci, ou pourquoi tu ferais pas ça. Ça me semble, ça me semble vrai pour beaucoup d'hommes. Mm. Est-ce que votre femme a été votre première lectrice sur ce roman? Oui. Qu'a-t-elle dit? Si c'est pas indiscret, elle a eu Non des... seulement elle était la première lectrice, mais je lui en ai parlé au moment où je l'écrivais. Et donc, justement, elle m'a orienté sur certaines choses, sur le fait que la place des femmes en particulier, oui, la place des femmes. Il y en avait une, mais elle m'a incité à la reprendre et à la, la mettre un peu plus. Lui donner plus d'importance que je ne l'avais fait dans un premier temps. Et donc, oui, Et après, elle m'a relu très attentivement, oui, très attentivement. Crayon en main, page par page, tout était... Lourde tâche. Lourde tâche. Alors, Eric, lui, voudrait savoir si Internet disparaissait demain, que voudriez-vous sauver en priorité? Un texte, une image ou une voix? Hmm, difficile, ça aussi. Difficile comme question. Moi, je dirais, euh, en fait, Internet n'a pas Ne ferait pas le disparaître tout ça. monopole des textes. Heureusement qu'il y a des Ouais. livres qui permettent, donc c'est pas un texte que je chercherai à sauver. Une image, peut-être, parce que maintenant toutes les images sont numériques, elles sont sur les réseaux, on n'a plus les tirages papier qu'on avait avant. Donc peut-être une image, les voix, oui, les voix, pourquoi pas, mais sans doute une image. Les voix, c'est drôle parce que les, on n'a aucune trace des voix des gens qui nous ont précédés, enfin des générations précédentes, ou très peu, enfin disons, on remonte pas loin dans le temps. On remonte un peu plus loin avec les images, en tout cas avec les photos, mais avant il y avait quand même des tableaux, il y avait des portraits, il y avait enfin, dans certaines familles, pas partout, mais il y avait des témoignages comme ça qui restaient. Mais les voix, effectivement, peut-être que c'est ce qu'on entend le plus aujourd'hui. Et c'est peut-être effectivement ce qu'on pourrait garder, mais en faisant le tri, hein, parce que on Ouais, on parle, ouais.
On ne dit pas Et c'est vrai grand-chose de très, très intéressant. on Enfin, aurait bien j'espère que ce aimé n'est pas le cas savoir. ce soir, mais bon, On aurait bien aimé savoir comment Mozart jouait, par exemple. oui, tout à fait, tout à fait. Mais il y a tellement de choses qu'on ne sait pas et finalement, est-ce que c'est si grave? Non. Non, Euh, parce que quand on le sait, on est parfois déçu. Regardez, ben le oui, concerto de Rachmaninoff joué par Rachmaninoff, le numéro 2, il le joue trop vite. On est très déçu, c'est lui qui l'a composé, c'est un merveilleux morceau. Mais quand il le joue lui, il va trop vite. euh, vous connaissez l'histoire du boléro de Ravel, la création du boléro de Ravel qui a été justement dirigé pour la première fois par Toscanini. Et Ravel sort au bout de quelques mesures, furieux. Alors on le voit, il était dans la loge, c'était au théâtre des Champs-Élysées. Il sort de la loge ostensiblement. Bon, Toscanini termine son boléro et à la fin, il se retrouve dans la loge et Ravel lui dit, mais pourquoi vous avez pris le boléro sur ce tempo? C'est pas du tout ce que je voulais, c'est pas du tout ce que j'ai. Et l'autre lui dit, sans se démonter, il lui dit, Maître, vous ne comprenez rien à votre musique. C'est excellent. Why not? C'est possible. Est-ce qu'on comprend ce qu'on écrit, d'ailleurs? Voilà, mais c'est très intéressant ça aussi, parce qu'on on découvre à travers les réflexions, les retours qu'on a, on découvre qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne pensait pas avoir mis Enfin, moi, je découvre qu'il y a beaucoup de choses auxquelles j'ai pas pensé consciemment Mm. et qui sont remarquées par telle ou telle lectrice ou tel lecteur. Et, mais en fait, je pense qu'on est tous comme ça. On charrie aussi, il y a le conscient et l'inconscient qui va avec. Et finalement, dans la manière de décrire une situation ou de brosser un personnage, il y a forcément des choses qui vous échappent, quoi, qui ne sont pas contrôlées. Et ça me fait penser, alors là aussi ça va paraître très vaniteux, mais je ne suis pas du tout sur le même plan. Je me souviens que un jour en cours de français, quand j'étais en seconde ou en première, on avait passé 2 heures sur quels sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes, donc le vers de Racine. Et j'en avais marre, et j'avais dit au prof, je lui ai dit, mais attendez, Racine, il n'a jamais pensé à tout ça en écrivant. Et il a dit, bah, et justement, c'est ça le génie. Oui. Ben Parce que oui. c'est vrai qu'on pouvait dire tellement de choses de ces vers. Alors bon, c'est pas du tout mon cas, hein, mais c'est pour dire qu'il y a toujours plus, effectivement, que ce à quoi on a explicitement pensé. Est-ce que ça vous a donné envie de continuer? Et est-ce qu'on reverra le nom de Arbon sur un deuxième roman? Sur de la fiction pure. Peut-être bien que oui, peut-être bien que Ah, non. ben j'espère, hein, moi je fais une pétition, hein, je vous le dis tout de suite. Je fais une Oui, pétition. mais alors dans la série, ce qu'on écrit, c'est plus grand que soi. Se mettre au deuxième, c'est très compliqué parce qu'on se dit, je ne serai plus capable de faire ça. Et je vous le dis, ça dure longtemps, cette histoire, Mais hein. Ah bon, non, mais non, faut Et pas les... Claude Poujade Renaud, qui en est à vous son en avez, 35e, voilà. vous en avez beaucoup, vous, Frédéric. Oui, mais à chaque fois, ça revient, ce truc de se dire, en fait, je ne sais pas écrire, je ne sais plus écrire, je ne vais pas savoir faire le prochain. Je vais Euh, tout jeter, et ça appelle, ça envoie des SMS à 22 heures. J'ai tout jeté, je ne sais plus écrire, je ne sais plus... Voilà, et au final, dans les librairies, il y a des piles de livres de Frédéric de Guelt, donc voilà, la preuve Tu n'as vivante. qu'à pas être ami avec des écrivains, voilà. Voilà. C'est très compliqué. C'est très On compliqué parce qu'il verra, on vous demande verra. de lire, mais bon, en tout cas, moi j'aimerais bien. Mais moi j'aimerais bien que, Jean-Pierre, vous me conseilliez un livre. Quel livre vous aimeriez que je lise, moi? Quel est un livre phare que vous avez aimé, que vous aimeriez que je lise? Oh là, alors ça aussi, c'est une Ne question. vous défilez pas. Non, Peut-être mais que vous êtes en train de lire, un qui vous a marqué, je sais pas. Ça peut être un qui vous a marqué récemment. un qui m'a marqué récemment, j'ai lu récemment est-ce que je me souviens du titre exact? Au soir d'Alexandrie. C'est un auteur égyptien, qui s'appelle, je l'ai là. Bon, je ne vais pas me lever pour aller le chercher, mais qui raconte en fait, c'est tout à fait fascinant. C'est
au moment où Nasser prend le pouvoir en Égypte. Il y a un groupe d'amis qui se réunit très régulièrement dans un restaurant, qui font un certain nombre de choses et petit à petit, de manière extrêmement subtile, on voit comment un pouvoir autoritaire qui se met en place commence à dérégler en fait les relations qu'ils ont les uns avec les autres de manière très insidieuse, hein. Il y a rien de brutal, c'est juste, voilà, à un moment donné, il y en a un qui se voit refuser la permission de faire ça, un autre qui est interrogé pour un détail par la police, etc. Et comment tout ça perturbe, et c'est une espèce c'est un livre choral comme ça, où on a les points de vue de cinq ou six personnages comme ça qui s'entrecroisent. C'est très Est-ce beau. que la couverture est très colorée? Oui, C'est un Actes oui. Sud, ça. C'est un livre de chez Actes Sud et c'est pas Elle a soigné, un truc comme ça? Si, si, Elle a Alice la Wallis, famille? exactement. Voilà, Voilà. exactement. Exactement. Ouais. Comme quoi, Auteur, grand auteur de l'immeuble Yacoubian qu'il a bien fait. Exactement. Ouais, Celui-là. ouais. Celui-là même. Je commence à avoir des trous de mémoire. Oui. non, 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 on y arrive. Comme quoi, les libraires, ils raisonnent en couverture. Dès que vous leur parlez de couverture, non, c'est plus facile parce qu'on lit en décalé. Donc forcément, on se repère comme on peut, j'ai envie de On dire. parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure. Et Et je discutais avec une amie cet été qui me disait qu'il voulait me faire lire un livre dont elle ne se souvenait ni de l'auteur ni du titre. Ni de la maison un d'édition. grand classique en En librairie. maison d'édition. Mais elle me dit, je me souviens qu'il y avait la vague d'Okusai en couverture. Alors j'ai dit, bah, c'est pas compliqué. Maintenant, on a l'intelligence artificielle. On va demander à ChatGPT, etc., qui a sorti quatre bouquins. Mais elle me dit, non, non, c'est aucun de ceux-là. Mais je crois que c'était une traduction. Alors j'ai dit, ChatGPT cherche dans les traductions. Il en sort trois autres. Bon. Et toujours rien. Bon. Et on finit par renoncer et avouer à l'intelligence artificielle que bah, qu'on ne sait pas, qu'on doute, que c'était peut-être pas la couverture, que c'était peut-être le bandeau, ou peut-être même qu'on confond carrément, etc. Réponse de ChatGPT. Bon, quand tu auras trouvé un élément, même un personnage secondaire ou un bout d'histoire, reviens vers moi, je trouverai le livre dont il s'agit. Intéressant. Mais ne t'inquiète pas, la mémoire, c'est comme la grande vague. Parfois, ça vous submerge, parfois, on ne reçoit que des éclaboussures. Alors, j'ai trouvé qu'ils arrivaient maintenant à Vous n'avez pas Ouais. terminé l'ordi? l'ironie comme ça. Moi, j'aurais jeté l'ordi, là. Oui, c'est. Là, moi, mon conseil de lecture, c'est Les derniers jours de Harry Yuan de Arbon. Donc Jean-Pierre Arbon. Moi, j'ai beaucoup de mal à vous appeler Arbon parce que je trouve ça... Donc de Jean-Pierre Arbon. C'est paru aux éditions Au Diable Vauvert. Et je vous engage vraiment à aller découvrir ce livre. Alors, ça pourrait être dans l'univers de James Bond, ça pourrait être dans plein d'univers. Avec, il faut se méfier des apparences. Il n'y a pas de méchants dans cette histoire. Tous les gens sont bons. C'est un conteur merveilleux qui nous raconte cette histoire entre fiction et réel, mais ne dévoilez pas des choses qu'il faut Je ne pas. dévoile pas, mais Pas enfin, il de y a quand même méchant, pas de méchant. En non, tout pas cas, de ça, on le méchant. lâche pas. On le lâche pas. Non. Voilà, on ne le lâche pas, on tourne les pages, on a envie de Et il y a savoir. quand même une histoire de vengeance, quand même Oui, aussi, alors il y a tous les de, à la Monte ingrédients. Cristo, Il y a de etc. l'amour, il y a de la vengeance, il y a des secrets, il y a des mystères, il y a une île grecque fabuleuse, une super maison. Qu'on Mhm. Ouais. s'imagine tous, et j'imagine, moi, j'ai pas imaginé la même que celle que Frédéric a imaginée, donc c'est ça Ah bah qui non. est Pourtant, le dingue. livre que vous avez écrit, c'est pas Voilà, celui qu'on a lu, ni l'une ni l'autre. voilà. Donc, en tout cas, allez en librairie. Un grand merci, Jean-Pierre, d'avoir été avec nous ce soir. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. À très bientôt. Bonne Ça soirée. m'a pas reçu. Merci beaucoup.